Les élections sont passées, que ce soit en France ou en Belgique. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que les dés sont jetés ou pas? Le système belge étant assez particulier, je me suis dit que ce serait finalement pas si mal d'expliquer un petit peu comment il fonctionnait, pourquoi est-ce que parfois il y a des choses qui prennent du temps ou au contraire peu de temps, et surtout comment fonctionnait finalement le paysage politique et démocratique en Belgique. Alors, sachez que je vais l'expliquer en partie, donc non seulement pour les Belges, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Belges, quand en tout cas j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne. Et à mon sens, c'est quelque chose d'extrêmement important avant enfin, pour les prochaines élections, nous dirons. Pour aussi les Français, évidemment, qui voudraient essayer de comprendre un petit peu et pourquoi pas voir les avantages et les inconvénients d'un système qui est différent du leur, puisque au final, même si on vote tous, hein, eh bien, nous avons des systèmes assez différents et qui amènent à des résultats extrêmement différents. Bref, avant toute chose, évidemment, comme je pense notamment au public belge, cette fois-ci, on va d'abord faire un mini détour sur les élections françaises. Vous savez que je suis l'actualité française. Et du coup, en fait, vous avez dû le constater, mais la France est en train de subir une crise démocratique d'une envergure sans précédent. On parle notamment voilà, d'un possible parti fasciste, en tout cas d'extrême droite, qui pourrait monter à l'Assemblée, hein, donc au Parlement. Et donc, je pense qu'un détour est nécessaire pour un petit peu parler de tout ça, et pour ceux qui n'auraient pas suivi ou pas compris, parce que voilà, on a la tête dans le guidon, on est dans les élections belges, qui étaient bien plus importantes pourtant que les françaises, mais voilà, hein, le sursaut de Macron assez exceptionnel a pu, a pris un peu de court tout le monde, hein, d'ailleurs. Bref, euh, avant toute chose, sachez que là, voilà, justement, si vous voulez en apprendre plus, je vous emmène chez Clément Viktorovitch. Alors, on ne le voit pas très bien ici, attendez. Voilà, ici vous le voyez mieux. Donc, Clément Viktorovitch, hein, qui est alors un politologue, je dirais, qui a fait des émissions notamment sur France Info et qui continue maintenant sur Twitch exclusivement, et qui fait notamment de l'analyse politique. Alors moi j'adore énormément son contenu parce que c'est souvent sur la rhétorique, pas tant sur le fond que surtout sur la forme en fait, sur les propos et leur profondeur. Donc il a reparlé un petit peu de toute la situation avec un sous-texte évidemment. Et je vous invite très fortement, si vous êtes intéressé, à regarder sa vidéo qui est assez complète et assez intéressante. On a aussi Blast, hein, voilà, on ne les citera jamais assez, je vais quand même checker vite fait pour vous montrer. Nous avons aussi Blast qui a sorti cette vidéo, alors voilà, hein, ici, Dissolution, le piège Le criminel président de de la Macron, que je vous invite à regarder, hein, voilà, pour comprendre un petit peu la gravité de la situation en ce moment en France. Donc Blast, le souffle de l'info, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une vidéo qui, à mon sens, reprend exactement la gravité de la situation. Bref, je fais donc vite fait, je vais expliquer en deux mots ce qui se passe en France. Donc après les élections européennes et la défaite électorale du parti présidentiel de Emmanuel Macron, il a décidé de dissoudre l'Assemblée et de prendre aussi, d'enclencher des élections avec le laps de temps le plus court possible. Parce qu'il faut savoir qu'il aurait pu, voilà, hein, donc à partir du moment où il signe la dissolution de l'Assemblée, en fait, il faut que des élections se tiennent dans les 20 jours. Alors il faut savoir qu'il aurait pu, par exemple, tout à fait dire je vais le faire dans un mois, le temps que les Jeux Olympiques se passent, ou pour une autre raison, même juste le fait de créer, de structurer les campagnes. Parce qu'en réalité, évidemment, derrière, vous le savez, hein, si vous suivez un petit peu les arnaques sur Internet, vous savez que moins on a de temps pour réfléchir et mieux on fera des erreurs, et plus on fera des erreurs et plus on risque en fait de se faire avoir et de ne pas avoir assez de recul pour choisir correctement nos options. Donc évidemment, il fait ça pas tant pour les électeurs, mais surtout pour les partis, pour les prendre un petit peu de court, en espérant peut-être déstabiliser le Rassemblement national, etc., qui est du coup maintenant aux portes du pouvoir, et il faut admettre que c'est un jeu extrêmement dangereux. C'est pour ça que je vous conseille quand même de garder un œil sur la France. C'est que on va peut-être avoir, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un gouvernement français qui va être d'extrême droite.
Et pour un pays comme la France, hein, qui, on le rappelle, a été novatrice pour tout un tas de droits sociaux, eh bien, c'est un vrai choc. Et évidemment, ça n'annonce rien de bon pour l'Europe et plus généralement, voilà, hein, pour les démocraties occidentales. Bref, ça c'est vraiment en très bref. Je vous invite vraiment donc à vous intéresser parce que mine de rien justement c'est intéressant même pour nous Belges de regarder ce qui se passe parce que à mon sens ils n'ont qu'une élection d'avance sur nous et c'est bien de savoir un petit peu la menace qu'est l'extrême droite. Il faut savoir que le Rassemblement National par exemple a la réputation d'être plus lisse que le Vlaams Belang en Belgique qui est l'extrême droite belge, hein. Et je rappelais dans la précédente vidéo, en Belgique, nous avons la particularité d'avoir un parti d'extrême droite qui est non seulement raciste des étrangers, mais aussi, par exemple, raciste des francophones et de tout un tas d'autres personnes, bien sûr, hein, c'est l'extrême droite. Et donc, je pense qu'il est vraiment important pour tout un chacun de voir à quel point, quand même, l'extrême droite peut nous embobiner et à quel point elle peut être dangereuse. Bref, ceci étant dit, si vous le voulez bien, penchons-nous, et même si vous le voulez pas bien d'ailleurs, penchons-nous un petit peu sur la Belgique et sur l'après-élection. Nous avons donc été votés, je vous ai montré les résultats dans la vidéo précédente, et en fait, en Belgique, ce n'est pas comme en France où il y a une majorité absolue la plupart du temps, ou en tout cas des partis très proches qui s'entendent, etc. Donc en Belgique, nous avons des élections proportionnelles, hein, je crois qu'on dit comme ça, hein, à la proportionnelle, c'est-à-dire que donc les francophones, par exemple, alors je ne connais pas les pourcentages précis, mais par exemple les francophones, même si on vote à 50% MR, disons, puisque c'est eux qui ont eu la majorité, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la moitié des sièges, évidemment, au Parlement, puisqu'en Belgique, on a 3 régions, que justement c'est proportionnel, donc c'est des pourcentages en fonction des régions. Et par exemple, au Parlement fédéral, donc au Parlement de l'État, au Parlement national, eh bien nous aurons par exemple les francophones qui auront droit à 50% des sièges, les néerlandophones à 50%. Donc ça veut dire que par exemple, si le MR fait 50% aux élections, eh bien en réalité il n'aura que 25% des sièges du Parlement national, du Parlement fédéral, puisque les francophones représentent 50% de ce Parlement. Pourquoi ça a été fait de la sorte? C'est pour une raison extrêmement simple, hein, je vous en avais déjà parlé, mais effectivement les frictions entre francophones et néerlandophones existent depuis maintenant la création de la Belgique presque, enfin surtout il y a un siècle, hein, quand les francophones ont commencé littéralement à exploiter industriellement les néerlandophones. Et donc effectivement, lorsque la démocratie a émergé, cela a poussé les partis à être extrêmement prudents, autant les francophones que les néerlandophones, qui voulaient être justement représentés et que aucun parti, qu'il soit francophone ou néerlandophone, puisse empiéter sur l'autre côté du pays. Donc finalement, vous voyez, hein, le racisme vis-à-vis de la langue est très ancré en Belgique. C'est quelque chose qui fait partie de son identité, malheureusement. Et disons qu'il y en a qui en jouent, hein, de ça pour pouvoir avoir des voix. Alors donc, pourquoi est-ce que c'est si particulier? Ça nous amène justement à l'après-élection, c'est que là donc on a eu les élections, on a eu du côté francophone l'EMR et les engagés qui ont gagné énormément de sièges, notamment en Wallonie, donc au sud du pays, et inversement la Flandre a eu la NVA et le Vlaams Belang, donc NVA de droite, Vlaams Belang d'extrême droite, qui ont eu la majorité des sièges au Parlement flamand. Maintenant, en fait, vu que justement le système est fait de sorte à ce que jamais aucun parti ne puisse avoir une majorité absolue, cela signifie qu'il va falloir forcément à chaque fois composer avec d'autres partis. Et c'est là où on en arrive à des tableaux assez étranges, hein, notamment pour nos voisins français, puisque du coup, là où en France vraiment c'est voilà, hein, c'est en général si vous avez gagné la présidentielle, puisqu'en plus c'est en même temps que les législatives, eh bien vous allez gagner aussi la majorité absolue au Parlement et donc enfin quasi absolue ou quasiment, hein, et donc il n'y aura finalement que très peu de contestation du pouvoir. Il y aura toujours un petit parti pour vous accompagner dans vos choix et vos décisions. L'avantage étant bien sûr, hein, que du coup c'est extrêmement rapide pour faire un gouvernement. Ça ne prend pas 3 plombes, alors qu'en Belgique,
Comme vous pouvez le constater, nous avons ces magnifiques petits tableaux. Alors, voilà, ça c'est typiquement belge. Sachez que ça explique aussi, par exemple, des noms que si vous êtes français, vous êtes toujours dit, mais ils sont fous ces Belges. Oui, on est fous. En fait, on donne aux formations politiques à chaque fois des noms. Donc, par exemple, la formation politique précédente s'appelait la Vivaldi. Alors, je ne sais pas si je vais la retrouver dans le tableau. Je crois que c'était à peu près ça, hein. Les engagés, CDNV, MR. Ouais, non, c'était pas exactement ça. Je crois que c'était celui-là. Ouais, je pense que c'était celui-là, mais un peu plus ou moins, quoi. Il y avait le PS en plus, peut-être. Et écolo, bah oui, bon, évidemment, ça a changé. Mais donc, il y avait la Vivaldi. Pourquoi on l'appelait la Vivaldi? Parce qu'il y avait à l'intérieur 4 partis très différents. Nous avions la droite, avec l'OpenVLD, le MR, de droite aussi, mais francophone. L'OpenVLD étant néerlandophone. Nous avions écolo et PS. Écolo, centre-gauche, et PS, gauche. Tous les deux francophones. Donc c'était assez particulier, évidemment, puisque nous avions un espèce d'équilibre entre la droite et la gauche qui avait fait un accord de gouvernement. Ça, par contre, c'est pareil qu'en France. Et cet accord de gouvernement, eh bien, voilà, il y a effectivement la gauche qui va choisir certains points, la droite qui va choisir d'autres points. Et en fait, cet accord, justement, c'est en fonction des priorités de chaque parti. Voilà, si la gauche estime, par exemple, que c'est l'immigration ou au contraire le social, hein, voilà, le chômage et le travail qui va être important, il va peut-être prendre le ministère du Travail, alors que, par exemple, voilà, justement, le MR, qui sont plus focalisés sur l'immigration, vont prendre l'immigration. Voilà, donc ça se partage les portefeuilles de cette manière. Mais donc, en réalité, comme vous pouvez le constater, en fait, quand on sort d'une élection en Belgique, il n'y a jamais, en fait, un parti qui va écraser les autres et qui va dire, bah, c'est de toute façon, c'est moi le Kingos, et on fera comme je veux. Voilà. Non, parce qu'en fait, un parti ou deux, c'est très rare que ce soit suffisant pour avoir une majorité. On va pouvoir le voir notamment ici, parce que c'est le plus évident, mais donc en Wallonie, dans le sud du pays, c'est rarissime, mais comme vous pouvez le constater, nous avons une majorité de sièges avec juste 2 partis, parce que ces 2 partis ont explosé. Les engagés, donc voilà, on sait toujours pas très bien ce qu'ils sont, voilà, disons la vérité, mais... mais moi je vais les considérer comme de droite / centre droit, car les engagés proviennent d'un... Voilà, ils proviennent du CDH, hein, c'est l'ancien CDH, et donc un parti catholique qui était conservateur et assez à droite. Maintenant, ayant changé de nom et peut-être aussi de personnes à l'intérieur, j'avoue que je ne sais pas en détail, peut-être que ça a changé, mais je vous cache pas que le fait que, si ça se trouve, c'est déjà annoncé, hein, mais le fait que là, ils vont probablement annoncer qu'ils vont créer une majorité ensemble et qu'ils avaient l'air très heureux, je pense que c'est un parti de droite et qu'il y en a beaucoup qui vont se réveiller en se rendant compte que finalement, bah, c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient voter, mais bon, ça c'est autre chose. Et le MR, donc, parti de droite, comme vous pouvez le constater, à eux deux, ils ont les sièges suffisants pour faire une majorité. Mais en réalité... bah, c'est pas forcément le cas. C'est peut-être que en réalité, les engagés vont se dire, bah non, voilà, nous on n'est pas d'accord avec ça par rapport au MR, donc nous on ne veut pas rentrer au gouvernement avec eux. Par exemple, vous pouvez constater qu'une coalition PS, donc parti de gauche, c'est le Parti Socialiste, MR, Mouvement Réformateur, parti de droite, pourrait faire une coalition ensemble. Ce n'est pas impossible. S'il veut, le MR peut dire, ah bah non, cette fois-ci je prends le PS et on va monter ensemble le gouvernement. La particularité ici étant que le PS a déjà dit sa volonté d'entrer d'office dans l'opposition, ce qui est totalement explicable vu leurs résultats désastreux. Pareil, vous voyez, ils pourraient non seulement faire une majorité avec 2 partis, mais vous voyez aussi qu'ils pourraient faire une majorité avec Écolo en plus. Voilà, si Écolo se dit, bon, parce que ça peut être aussi un calcul pour les petits partis de se dire, bon, plutôt que d'être dans l'opposition et de ne rien pouvoir faire, on va aller dans la majorité en sachant qu'on est minoritaire. Et en échange, par exemple, aux MR et aux engagés, ils vont dire, bon, on rentre dans votre majorité, mais nous, on est écolo, on veut le portefeuille de l'écologie. On veut juste ça. Et peut-être qu'ils vont se dire, bah quoi, bah allez, vas-y, pour nous, c'est bénéfique parce qu'on s'en fout de l'écologie et franchement, on n'a pas envie de s'en occuper. J'invente, hein, vraiment, hein, c'est probablement pas leur réflexion, mais ça pourrait être une opportunité pour eux de se focaliser sur d'autres problèmes et puis surtout aussi parfois de donner des portefeuilles qui sont casse-gueule, hein, soyons honnêtes. Par exemple, typiquement, l'écologie, il pourrait très bien se dire, on file l'écologie à écolo, comme ça, en fait, nous, on sait que ça va être de la merde et que dans 5 ans, on est dans la sauce, et comme ça, écolo, dans 5 ans, ils vont se retrouver avec toutes les merdes qui sont accumulées,
et sans avoir de résultat en fait. Parce que parfois c'est parce que ça prend beaucoup de temps, parfois au contraire c'est parce qu'en fait ils ressortent d'une crise, donc forcément en fait le temps de se remonter c'est fini. Bref, donc comme vous pouvez le constater, c'est jamais joué, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois eh bien, ça prend énormément de temps, parce que des partis qui semblaient a priori amis n'arrivent pas à s'entendre, un petit peu comme la gauche aujourd'hui en France, hein, où ils s'engueulent dans tous les sens, bah c'est un petit peu la même chose, voilà. Donc ça c'est une chose. Alors, comme vous pouvez le constater ici, donc c'est le sud du pays, la Wallonie, qui est francophone et qui ici a en fait le plus facile, le gouvernement le plus évident, parce que déjà, donc il faut composer qu'avec des partis francophones, l'extrême droite est inexistante, donc il n'y a que des partis démocratiques, et ça c'est quand même une chance. Et même si, voilà, je ne porte malheureusement pas le MR dans mon cœur, ils sont un parti démocratique, encore. Et du coup, en fait, en réalité, comme ici, ils ont explosé aux élections, eh bien, une majorité assez évidente hein, se pose entre le MR et les engagés. Mais comme vous pouvez le constater, ils pourraient faire aussi, voilà, un MR engagé et PS, comme ça, tranquillement, ils ont tous les sièges, il n'y a plus de questions, et ils pourraient donner des portefeuilles, parce que, évidemment, plus vous avez de votes, hein, et plus vous avez de poids dans les négociations, et donc, forcément, c'est comme ça que fonctionne, on va dire, le système belge. Donc, au Parlement wallon, c'est évident, hein, on va dire, ça c'est assez simple, mais comme vous pouvez le constater, on va arriver au fédéral, donc au niveau national du pays. Et là, commence la merde. Alors, je vais quand même regarder que je me trompe pas. Hein. Mais effectivement, la Chambre, donc, on est bon. Parlement, ouais, oui, voilà. Donc, ça, c'est la merde totale, parce que non seulement vous devez composer avec des partis qui ne sont pas d'accord avec vous, bien sûr. Hein. Donc, je vais dire des partis de droite et des partis de gauche. Mais en plus, vous devez composer avec des partis qui n'ont pas la même langue que vous. Voilà. Des partis qui n'ont pas la même langue que vous, des partis qui parfois capitalisent sur le fait qu'ils vous détestent, notamment la NVA qui déteste les francophones et qui ne le cachent même pas. Hein. Voilà, ils disent non, on les déteste pas, mais ils insultent à tout va quand c'est possible. Et, et honnêtement, bah du coup, c'est ça, en fait, c'est une sorte d'inconnu. Puisque, en fait, aussi, ça dépend de chaque partie. Comme je vous l'ai dit, par exemple, ici. Donc, là, ici, le soir estime que, je pense, c'est une des formations les plus évidentes qui pouvaient être faites. C'est-à-dire les engagés et le MR, comme en Wallonie, donc au sud du pays. Mais avec le CDNV, pourquoi pas, parce qu'ils ont gagné des sièges, qui est le parti catholique en Flandre. L'Open VLD, qui est le parti de droite en Flandre. Et la NVA, qui est aussi un parti de droite conservatrice, pour le coup, là, alors que l'Open VLD était plutôt droite progressiste, NVA est droite conservatrice, et qui, voilà, pourrait compléter un petit peu tout le tableau. Mais alors, quel est le problème, vous allez me dire? Bah, le problème, c'est que l'Open VLD, notamment, donc ce parti de droite flamande, s'est retrouvé à perdre complètement ses élections. Ça a été une catastrophe. L'ancien Premier ministre était Open VLD et ça n'a visiblement pas pesé. Les gens n'ont pas tenu compte de ce qu'il a pu faire pendant son mandat. Et donc, parce que voilà, pour être franc, il n'a pas fait beaucoup de vagues, et c'est peut-être son erreur, hein. C'est peut-être ça qui lui a valu son poste. En tout cas, l'Open VLD a déjà dit, nous, on n'ira pas dans une majorité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, là, c'était donc, comme vous voyez, des partis de droite, en fait. Hein. NVA, OpenVLD, tout ça, c'était des partis de droite qui pouvaient s'assembler. Sauf que, bah voilà, si l'OpenVLD dégage, ils ont plus les sièges. Ils ont plus les sièges ici, mais ils ont plus les sièges non plus dans cette configuration, qui déjà acceptait deux partis de gauche, donc le PS, le Parti Socialiste, et Vooruit, qui est le PS néerlandophone. Donc déjà, il aurait fallu composer avec des partis qui ont des idées totalement opposées aux vôtres. Mais en plus, en sachant que justement, maintenant, ça, c'est même plus possible. Parce que, voilà, l'Open VLD, ils ne veulent pas gouverner. Donc, en fait, vous voyez, ici encore, c'est possible. Sans l'Open VLD, cette configuration-ci est possible. Mais pareil, vous tapez deux partis de gauche, et notamment le PS, qui est bien plus à gauche que Vooruit. J'en avais encore une fois parlé dans la vidéo précédente, mais le président du PS flamand a quand même insulté des étrangers
sur base de leur couleur de peau, hein, qui n'étaient pas étrangers d'ailleurs, je pense. Bon bref, en tout cas qui a tenu des propos racistes. Bon, là-dessus, donc du coup, effectivement, le PS flamand pourrait être intéressé par des idées de droite, je pense. Mais le PS francophone, pas du tout, parce que la culture francophone du socialisme est complètement différente. Donc, en fait, le PS, par exemple, a déjà dit qu'il n'irait pas dans une majorité. Et donc, en fait, ça laisse plus beaucoup de choix, en réalité. Mais, en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de choix, ça peut aussi être une force, parce que, par exemple, dans cette configuration-là, où nous avons le PS néerlandophone qui se retrouve avec des partis de droite. Comme je vous l'ai dit, pourquoi pas, parce que le PS néerlandophone est beaucoup plus à droite que le PS francophone. Hein. Honnêtement, je me demande même si on doit continuer à l'appeler PS, je me demande même si on doit continuer à le mettre en rouge, mais bon, je suis pas politique, je suis pas, analyste politique, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, pardon. Donc, bref, ça c'est eux qui décideront. En attendant, cette configuration pourrait fonctionner, bien sûr, sauf que, évidemment, imaginez vous êtes un tout petit parti, imaginez vous êtes le CDNV, donc le Parti catholique flamand. Vous savez qu'en fait, sans vous, il n'y aura pas de gouvernement. Vous le savez. Vous savez qu'il n'y a que vous. Ça dépend que de vous. Vous êtes une toute petite formation, mais sans vous, on ne peut pas faire de gouvernement. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez dire, attendez, nous, on veut ça. Ou sinon, on va dans l'opposition. Et vous aurez rien. Et vous aurez l'air de gland. Parce que je vous rappelle qu'en Belgique, on a eu quand même 3 ou 4 ans sans gouvernement. On avait dépassé l'Afghanistan, quand même. En termes de pays sans gouvernement. En termes de durée. Et du coup, bah là, voilà, vous auriez le CDNV, par exemple, qui peut tout à fait dire, ah bah moi, je veux... et bah, du coup, on va essayer de gratter plus, parce qu'on sait que le PS ne va jamais monter au gouvernement et a dit qu'il ne le ferait jamais. On sait qu'en fait, on est dans la seule configuration possible et imaginable. Donc voilà, on va négocier, quoi. On va négocier, on va faire miroiter certaines choses, certains droits, malgré qu'ils soient minoritaires. Et c'est là tout l'intérêt, je vais dire, un petit peu de la Belgique, en réalité. Hein. C'est qu'en fait, le principe démocratique de la Belgique, c'est que c'est impossible de faire un gouvernement sans se mettre d'accord, sans compromis. Et ça a des avantages et des inconvénients. Parce qu'en réalité, voilà, je vais pas forcément vous faire tous les liens sont dans la description, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr. Il y a des... Voilà, hein, puisqu'on a les régions, on a aussi les... je les repasserai vite fait. Ah bah on va peut-être passer vite fait maintenant, tiens, bah vas-y. Ok, faisons-les quand même, vite fait, comme ça la vidéo sera complète et je serai content. C'est pour moi, je le fais. Mais donc voilà, par exemple, au Parlement bruxellois ou au Parlement flamand, hein, donc dans les deux régions, donc je vous rappelle, on a eu les élections nationales, mais on a aussi eu les élections régionales. Et en fait, il y a des, par exemple, il y a des pouvoirs, il y a des décisions qui sont prises au niveau national, par exemple concernant l'armée, concernant la police fédérale, concernant, voilà, tout un tas de portefeuilles, l'immigration, etc. Ça, c'est au niveau national qu'on gère ça, alors que en fait dans les régions, au niveau régional, on va avoir tout un certain autre nombre de pouvoirs, par exemple le travail et l'éducation, hein. L'éducation qui est la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un peu spécial aussi, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'éducation qui peut être décidée en fonction des régions. On a aussi donc le chômage qui est géré par les régions, que ce soit les caisses... Ah, peut-être que ça c'est fédéral, mais en tout cas que ce soit les pôles pour chercher de l'emploi, hein, pour être chercheur d'emploi, donc Actiris, Forem, et en Flandre, je ne sais même plus ce que c'est. Bref, donc voilà, en fait, chacun ont différents pouvoirs et c'est tout ce qu'il faut comprendre. Le fédéral, évidemment, c'est au niveau du pays, alors que les régionales, c'est au niveau des, je dirais plus des langues. Alors évidemment, voilà, hein, c'est pas exactement la même chose, mais souvent, voilà, Bruxelles avec bilingue, les Allemands avec la communauté, enfin la communauté germanophone avec son parlement germanophone, la Wallonie avec son parlement wallon, et donc francophone, et la Flandre avec son parlement flamand. Et donc, voilà, hein, qui parle néerlandais, évidemment. Donc ici, voilà, on a effectivement ces tableaux, donc à Bruxelles. Alors oui, il faut savoir aussi, hein, parce que évidemment, le casse-tête ne serait pas drôle, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, hein. Mais en fait, les partis au niveau national, hein,
qui veulent faire une coalition ne peuvent le faire qu'avec un mélange entre des partis francophones et des partis néerlandophones. Encore une fois, les fameuses précautions prises pour éviter qu'une langue prenne le pas sur l'autre. Voilà, c'est une des bizarreries politiques de la Belgique, et c'est pour ça que par exemple vous n'avez pas des partis francophones qui s'allient, c'est impossible. Déjà c'est impossible parce qu'ils sont, on est minoritaire par rapport aux néerlandophones je pense, mais en tout cas en termes de, en termes de population ça c'est sûr, mais pour le reste... Je ne sais pas. Bref, donc nous avons le Parlement bruxellois ici, où en fait à Bruxelles, comme il y a une grande majorité de francophones, une très large majorité souvent c'est des partis francophones, mais qui prennent souvent un ou deux partis néerlandophones, avec eux notamment par exemple Ecolo, qui a son groupe sœur qui est Groen, et qui est en fait, souvent ils vont l'un avec l'autre dans le gouvernement ou pas. On a le PTB, mais je crois qu'ils n'ont pas de... Ouais, ils n'ont pas eu d'élus au niveau néerlandophone de Bruxelles. Donc, on s'en fout, mais le PTB, par exemple, ils ont le PVDA, qui est aussi une branche, la branche néerlandophone du PTB. Et qui, du coup, vont monter ensemble au gouvernement ou sortir souvent. Mais alors du coup, au Parlement bruxellois, comme vous pouvez voir, ça va être très délicat, puisque on pourrait... Alors, moi c'est mon rêve. Une coalition des gauches, PTB, PS, Écolo, mais ils s'entendent pas du tout. Le PS a craché sur le PTB toute sa campagne. C'est donc impossible, disons-le clairement, c'est impossible. Écolo s'est fait complètement laminer, donc ça n'arrivera jamais. D'autant plus que, vous voyez, le MR, ils ont quand même 20 sièges, donc le MR se retrouvait... donc il faut savoir qu'en Belgique, le parti qui a le plus de voix est souvent le premier, c'est souvent lui à qui on donne l'initiative, évidemment, de former un gouvernement. C'est logique, c'est celui qui a été plébiscité. Alors après, on dit que c'est logique, mais en réalité, ça pourrait être autrement. Mais c'est par courtoisie, voilà, il y a une sorte de... c'est une sorte de règle intrinsèque à l'Assemblée. Je trouve ça très marrant parce qu'en réalité, il y en a qui pourraient en avoir rien à foutre. On voit en France qu'il y a plein, justement, de politiciens qui commencent à en avoir plus rien à foutre de la courtoisie. En Belgique, on tient à cette courtoisie, visiblement, donc on y va. Comme vous pouvez le constater, en fait, ici, ce qui est très délicat à Bruxelles, c'est que vous allez avoir le MR qui avait un siège. Le problème, c'est que le PS, qui est le Parti Socialiste, et qui est de gauche, ils ont 16 sièges quand même. C'est pas non plus... ils ont perdu des plumes, mais ils sont pas encore non plus au stade, par exemple, de Défi, qui a fait une campagne catastrophique, et que, vous voyez, ils ont que 6 sièges. Donc... là, c'est un gros souci parce qu'évidemment, vous allez avoir deux partis avec deux visions extrêmement différentes du monde et des solutions à apporter au pays qui vont devoir cohabiter en fait et donc devoir trouver des compromis. Et ça, c'est assez compliqué, ça demande souvent de longues négociations et c'est un petit peu d'ailleurs le désavantage de ce genre de système, c'est que parfois... du coup, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps parce que, vous vous imaginez bien que ce soit la droite ou la gauche, tout le monde se préoccupe de l'emploi, tout le monde se préoccupe du chômage, sauf que la gauche, elle trouve qu'il faut augmenter le chômage, par exemple, augmenter les prestations, ce qu'on reçoit lorsqu'on est au chômage, alors qu'à l'inverse, la droite, elle veut le diminuer. Mais tous les deux veulent participer à ça. Donc... il faut trouver des compromis, et c'est pas toujours facile. Mais on y arrive. La plupart du temps, on y arrive. Alors après, il y a les partis néerlandophones, les coalitions qu'ils peuvent faire, etc. Mais on s'en fout. C'est vraiment minime, donc pour le moment, c'est pas très important. Et vous voyez le Parlement flamand, où ils sont simplement dans la sauce, parce que le Vlaams Belang a pris une place extrêmement importante, 31 sièges, autant que la NVA, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, la NVA qui va devoir composer quand même s'ils ne sont plus vraiment... ils sont à droite de la gauche, ils sont la gauche de la droite, là, c'est un peu bizarre. Eh bien, malgré tout, ça reste quand même une gauche, ça reste un parti socialiste, en tout cas, ils s'en revendiquent toujours. Donc, est-ce qu'ils seront prêts à complètement abandonner leur socialisme pour adhérer aux idées de la NVA ?
bah c'est pas dit, hein. Et peut-être qu'ils vont demander des conditions à la NVA pour monter au gouvernement. La NVA qui est bien sûr dans la merde parce qu'elle ne peut pas composer juste avec le Vlaams-Belang. Voilà, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, qu'elle ne puisse pas composer avec l'extrême droite, parce qu'on sait que la NVA n'a absolument aucune race et que, voilà, hein, faire une coalition avec l'extrême droite ne les dérangerait pas, mais pour ça ils auraient besoin d'un dernier parti, donc qui oserait, à part la NVA, sacrifier son image démocratique pour finalement être avec le Vlaams-Belang en majorité. Sincèrement, je ne pense qu'aucune composition gouvernementale n'accepterait. Donc, à mon avis, moi je vous le dis, ça va être plutôt Vooruit, CD&V et NVA qui vont être au Parlement flamand. Bien sûr, à suivre, on n'est jamais à l'abri de surprises, il y a toujours des rebondissements, la politique belge ne s'arrête jamais, et ça c'est hyper impressionnant. Mais donc voilà, vous avez vu un petit peu la complexité, j'ai essayé de vulgariser, on est à 30 minutes. Je vais essayer de faire une mini-conclusion sur les points positifs et les points négatifs de ce système, hein, notamment ceux qui me viennent le plus vite en tête. Dans les points positifs, en fait, on a... bon, je vais peut-être commencer par les points négatifs, hein, parce qu'en réalité, finissons par... quand même, hein, les choses qui vont nous donner du baume au cœur. Dans les choses négatives, nous avons évidemment la longueur. Hein. La longueur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la longueur immense, parfois, pour créer des coalitions. Parfois, on se retrouve effectivement sans gouvernement pendant des années. Et ça énerve tout le monde. Alors après, ça énerve, ça fait rire... bon, on est un petit peu... voilà, c'est un petit peu particulier, parce que derrière, parfois, il y a aussi des guerres d'ego. En réalité, vous voyez... Si je faisais un parallèle avec l'union de la gauche en France, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en réalité, on a des politiciens, en tout cas à mon sens, hein, qui ont très peu le sens du devoir et qui ont plus un sens de carrière, ce qui est en fait pas très grave hein, quand on est dans des moments hors de crise, mais ce qui est beaucoup plus chiant quand on était par exemple en plein Covid, et c'est pour ça qu'ils ont fait en fait une coalition d'urgence hein, pendant le Covid, où en fait ils se sont mis d'accord, pour la petite anecdote, de ne pas se mettre d'accord, c'est-à-dire aucune décision. Un gouvernement qui ne prend aucune décision sur des affaires importantes comme le travail, la politique d'immigration, etc. Mais qui prenait juste des décisions concernant la santé. Et donc c'était quelque chose d'assez inhabituel, de jamais vu, puisque du coup on avait en fait, ils s'étaient mis d'accord pour que le Parlement, justement, que cette coalition soit validée tous les mois. Donc tous les mois, ils faisaient une réunion avec les chefs de parti de la coalition qui était au pouvoir. Et tous les mois, ils se mettaient d'accord sur les décisions. Et donc vous commencez à imaginer déjà un des aspects positifs peut-être. Mais je vais continuer dans les aspects négatifs, donc la longueur, la durée. Aussi évidemment, tout le monde n'est jamais content. C'est-à-dire que évidemment, comme vous devez faire des compromis, que ce soit par exemple le PTB ou le MR qui soit au pouvoir, hein, donc l'extrême gauche ou la droite qui soit au pouvoir, jamais personne ne sera content puisque forcément pour monter au pouvoir, vous ne pouvez pas le faire seul. Donc si vous ne pouvez pas le faire seul, ça veut dire que vous devrez faire des compromis avec d'autres partis. Et souvent, des partis plus modérés. Donc du coup... Eh ben, par exemple, si le PTB monte au pouvoir et qu'ils disent bah maintenant on va taxer tout le monde à 70%, j'invente totalement une mesure. Hein. Ou au contraire, voilà, je vais faire les deux, mais le MR monte au pouvoir et dit bah maintenant plus de taxes, on enlève toutes les taxes, c'est la fiesta et le gouvernement n'aide à plus rien. Bah vous allez avoir la gauche qui va dire bah non. Bah non, t'es mignon, mais non. Vous allez avoir peut-être les engagés qui, mine de rien, sont plutôt de droite... ils sont de droite conservatrice, mais moins peut-être de droite économique, et qui vont dire « Ah mais non, c'est complètement débile, nous on veut une taxe à 10% minimum. » Voilà. Et donc, jamais personne n'est entièrement content. Et donc, on a parfois un peu l'impression qu'il se passe rien au gouvernement. Et ça fait aussi partie de cet un peu argument de longueur, c'est que parfois il y a des décisions qui prennent du temps à être prise ou à être annulée. Donc par exemple, voilà, nous on a la retraite jusqu'à 67 ans en 2030, et voilà, il y a des partis de gauche qui veulent le faire tomber, mais pour le faire tomber, il faudra se mettre d'accord, il faudra le voter, il faudra que assez de partis soient d'accord, et derrière, évidemment, la complexité de la Belgique, vous vous doutez bien qu'il y a des accords qui sont faits parfois au niveau national, au niveau fédéral, mais comme il y a des décisions qui sont prises au niveau des régions, bah, en fait, il y a des négociations qui se font entre les régions et les fédérales. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, voilà, à Bruxelles, on doit faire une nouvelle route.
c'est écolo qui est majoritaire, et ils disent, bon ben voilà, nous on veut faire une route, sauf que dans leur majorité, ils ont, je sais pas moi, le CDNV, hein, et le CDNV, ils font, ouais, ok, nous on vous soutient, mais seulement si au fédéral, vous nous soutenez sur la loi sur l'immigration, par exemple. Voilà, et donc vous avez ce genre de négociations qui ont lieu, et qui, à mon sens, voilà, sont autant positives que négatives en réalité, hein. Mais en tout cas, dans son aspect négatif, c'est que, bah oui, parfois on voit la gauche se trahir, parfois on voit la droite se trahir, et surtout en ce moment, beaucoup la gauche hein, se trahir, et c'est ce qui explique aussi un petit peu, à mon sens, la débâcle du PS, hein, c'est parce que le PS, non seulement devait faire des compromis, mais en plus, en parallèle, ont triché, donc forcément, l'accumulation des choses rend ce parti complètement imbuvable, en fait, pour toute une partie de la population. Donc, ça, c'est un petit peu les aspects négatifs, je dirais, un petit peu de ce système de vote. Dans les aspects positifs, vous avez notamment l'une des plus importantes, qui est que un parti extrémiste aura rarement la totale majorité au pouvoir. C'est-à-dire que même si l'extrême droite monte au pouvoir ou l'extrême gauche, vous aurez toujours d'autres partis qui seront là pour les nuancer, pour... voilà, ils ne pourront jamais le faire tout seuls. Et vous pouvez même avoir des coalitions hein, de partis, ça s'est déjà arrivé pour faire front à l'extrême droite, où ils ne sont absolument pas d'accord, mais ils font des efforts pour se comprendre et s'entendre dans une coalition qui permet d'éviter à des extrêmes d'entrer au pouvoir. Donc c'est positif, hein, évidemment, c'est une espèce de sécurité supplémentaire, puisque contrairement à la France, par exemple, où maintenant, voilà, vous avez l'extrême droite, si elle pourrait avoir une majorité absolue, ici, ce n'est pas possible. Voilà. Maintenant, dans les autres aspects positifs, qui, donc, du coup, sont aussi souvent négatifs, hein, mais le fait de chercher des compromis, j'ai dit que ça prenait beaucoup de temps, que ça demandait, voilà, hein, que parfois on se sentait un petit peu trahi derrière ces décisions. Mais aussi, justement, les aspects positifs, c'est que on est trahi, mais parfois aussi, bah, on a des surprises. Parfois, on a des gouvernements où c'est la droite qui est au pouvoir, ou la gauche, et puis tout à coup, bah, ils vont prendre une décision de droite ou de gauche. Tout le monde est obligé de mettre de l'eau dans son vin, et ça permet en fait d'éviter d'avoir des résolutions parfois trop extrêmes. Évidemment, pour ça, il faut un vivier de partis assez réactif, hein, assez différent. Or, je le disais dans ma précédente vidéo, je pense que la gauche, malheureusement, en Belgique, est en train de complètement flancher et joue chacun bande à part au lieu de se rassembler. Et ce qui m'amène à penser qu'on va terminer comme en France. Mais en attendant, voilà, justement, comme vous avez pu le voir dans les différentes, voilà, hein, dans les différentes parties que j'ai pu vous montrer, hein, parfois, vous allez avoir la gauche qui va pouvoir malgré tout intervenir si elle le désire. Voilà, le PS, même s'ils ont perdu, ils peuvent dire, voilà, nous on fait partie du gouvernement, mais en échange, on augmente le chômage. Et donc, les mesures qui sont prises par les gagnants ne sont jamais complètement, voilà, elles sont un petit peu contrebalancées par la partie de la population qui n'était pas d'accord avec eux. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y en a qui appellent ça la dictature de la minorité. Pour ma part, je pense qu'au contraire, ce n'est pas la dictature de la minorité, mais c'est une manière d'écouter les voix de chacun. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Même si parfois, bah, du coup, c'est vrai que ça demande des mois et des mois de négociation. Je pense qu'on pourrait les accélérer différemment. Hein. Je pense qu'on pourrait, voilà, hein, je pense qu'on pourrait trouver des moyens de... Malheureusement, les hommes politiques ont trop d'ego et trop d'argent, peut-être. Donc, du coup, pour eux, c'est pas grave. Mais évidemment, la population peut en souffrir. Même si, voilà, la Belgique s'est jamais mieux portée que quand elle n'avait pas de gouvernement. Soit. Donc, ça, c'est dans les aspects positifs, évidemment, de cette manière de voter. Hein. Moi, c'est vraiment les deux points les plus importants que je vois. Maintenant... il y en a probablement d'autres, il y a probablement d'autres aspects négatifs que j'ai pas vraiment soulevés. Hein. En attendant, on a toujours des partis démocratiques au pouvoir, donc profitons-en tant que c'est encore le cas et qu'on peut aller manifester si on n'est pas content. Et puis, ben, maintenant que vous savez un petit peu mieux comment fonctionnent les élections, peut-être aussi que cela influencera sur votre vote, parce qu'évidemment, du coup, ça change tout. Là où en France, ils doivent faire parfois des votes qui... je vais dire, un certain vote utile. En Belgique, nous n'avons pas cette obligation, puisque même si ton parti a 5 sièges, ça ne veut pas dire qu'il ne pèsera pas
dans les élections. Et donc, par exemple, voilà, justement, ce Vlaams-Belang qui explose. Voilà, alors, au cas où vous ne l'auriez pas compris, hein, moi, je lutte contre l'extrême droite. Je suis en désaccord total, pardon. Le lapsus. Je ne disais pas la vérité. Si, évidemment, je suis en désaccord total avec les idées de l'extrême droite. Je suis, voilà, je déteste ça et je lutterai toujours, toute ma vie, jusqu'au plus profond de mon âme, contre l'extrême droite. Je rappelle qu'en Belgique, justement, voilà, on a un cordon sanitaire, en tout cas dans le sud du pays et à Bruxelles. C'est-à-dire que on a un cordon sanitaire politique qui dit que, justement, aucun politicien ne s'alliera avec l'extrême droite. Certains essayent de l'allonger à l'extrême gauche, sauf que, voilà, voilà, je vais pas rentrer dans de la, voilà, dans de la, je sais pas comment on appelle ça, dans de l'analyse politique, hein, vraiment profonde, mais sachez que, voilà, justement, l'extrême gauche n'équivaut pas à l'extrême droite, que ce soit historiquement, mais aussi au niveau de ses valeurs fondamentales. Voilà, on peut pas mettre un signe égal, on peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, on peut ne pas être en accord avec ses idées, on peut trouver que c'est un parti dangereux, voilà, ça c'est des choses, mais mettre un signe égal entre l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est complètement faux, erroné et fallacieux. Donc, du coup, il y en a qui veulent essayer de mettre l'extrême gauche dans le cordon sanitaire, mais évidemment, justement, donc ça c'est le cordon sanitaire politique, mais aussi le cordon sanitaire médiatique. C'est-à-dire que les médias se sont engagés à ne jamais faire d'interview de membres de l'extrême droite, ce qui a posé quelques petits problèmes ces dernières années, puisque l'extrême droite monte en Flandre, mais que les partis francophones ne peuvent pas interviewer justement les chefs de file d'extrême droite. Donc du coup, en fait, voilà, c'est un cordon sanitaire, et c'est pour ça qu'on réfléchit à 2 fois quand même avant d'y mettre n'importe quel parti, parce que si on estime que l'extrême gauche est dangereuse, il faut encore définir ce que c'est que l'extrême gauche dangereuse. Est-ce que le PS est d'extrême gauche ou pas? Est-ce que le écolo est d'extrême gauche ou pas? Parce qu'alors à ce moment-là, est-ce que le MR est d'extrême droite ou pas? Est-ce que les engagés, qui sont des catholiques conservateurs, sont-ils d'extrême droite alors, vu qu'ils sont catholiques conservateurs? Ou bien est-ce que ce n'est pas suffisant? Et ça, évidemment, ce sont les politologues en général qui font ces analyses et qui tirent des conclusions. Et je vous invite très fortement à ne pas vous baser sur ce que disent les politiques par rapport à leur soi-disant analyses, parce qu'ils ont toujours des intérêts cachés, hein, évidemment, derrière ces analyses. Hein, mais je vous le dis, que ce soit l'extrême gauche, la gauche ou la droite, hein, vraiment, ils ont tous des intérêts, hein, voilà. Moi, je vous conseille vraiment de regarder plutôt des experts, des personnes qui sont neutres et qui vont faire des analyses politiques là-dessus, parce que évidemment vous vous doutez bien que voilà, hein, essayer de dire quel parti est quoi, c'est bien plus compliqué que juste se dire ah ben voilà, il a pas les mêmes idées que moi et donc du coup lui il doit être banni. Ça ne marche pas comme ça, et heureusement. Voilà, bref, j'espère que ça vous aura éclairci un petit peu le fonctionnement, pourquoi est-ce que vous avez voté. J'espère que ça vous éclaircira aussi, ça vous éclairera pour le futur, hein, pour les prochaines élections qui pourraient arriver, notamment les communales, qui vont arriver pour nous en octobre. Et voilà, je vous invite à continuer à vous informer, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez ajouter, parce que c'est évidemment hyper... voilà, je fais de mon mieux pour vulgariser hein, ce que moi j'ai compris. Je ne suis évidemment pas expert de la question, toutes mes sources sont dans la description. Et si vous désirez bien sûr ajouter des informations, n'hésitez pas, j'essaye toujours d'épingler les commentaires qui voilà, vont ajouter du contenu, etc. Je peux pas tous le faire parce que je peux en mettre qu'un, mais voilà, ceux qui sont les plus pertinents, que je trouve qui complètent extrêmement bien, surtout au niveau technique, ce que je dis, eh bien souvent j'essaie de les épingler, donc n'hésitez pas à aller voir les commentaires. Voilà, là-dessus, je vous fais à tous des gros bisous, continuons à être critiques et à lutter contre l'extrême droite et sa dangerosité. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, des bisous!